Salut à tous, on se retrouve sur Pharmastric, l'émission pour débriefer de la Ligue 1. Et aujourd'hui, on va parler de la septième journée sur Hat-Trick FR avec Gaëtan. Gaëtan, comment vas-tu? Écoute, ça va plutôt bien. Beau week-end sportif malgré une débâcle barcelonaise. Si on fait abstraction. Victoire de mon côté des Girondins 3-0 contre Poitiers à Poitiers. Donc plutôt un bon week-end de ce côté-là, ça fait plaisir. Plus de ça, du coup, on se retrouve à 5 points de la première place. Adversaire qu'on jouera du coup lors de la prochaine journée, La Roche-sur-Yon-Matmut. Donc bon, l'occasion de se rapprocher encore plus. Donc très bénéfique pour ce week-end pour les Girondins. Eh ben super, comme ça, t'es en forme pour cette belle émission de Ligue 1. Encore une fois, Guillaume n'est pas avec nous, il a quelques problèmes de Wi-Fi. Il devrait revenir bientôt pour les prochaines, on espère en tout cas. Mais déjà, je retrouve un comparse pour cette émission. Donc aujourd'hui, on va parler de la septième journée de Ligue 1. On va revenir un peu sur les matchs de nos équipes françaises en Coupe d'Europe. On va évoquer un peu le gros match de cette semaine de Ligue 1, en tout cas le match le plus intéressant, j'ai trouvé. C'était l'AS Monaco contre le GC Nice, le derby du Sud-Est. Et après, on va revenir sur les autres matchs avec quand même un Paris Saint-Germain contre le LOSC. Et après, le match de Marseille contre Metz et la victoire de Strasbourg. On va revenir sur tout, vous inquiétez pas. Donc on va commencer avec ce gros match, donc le derby, l'AS Monaco contre l'OGC Nice. Ça c'est un match qui s'est fini sur un match nul, deux buts partout. Si on commence avec l'OGC Nice était toujours sans son capitaine Dante, qui a encore du mal avec son genou pour enchaîner les matchs. Il n'était pas là pour le match de Coupe d'Europe contre le Fenerbahçe, on va en parler bien sûr. On avait une défense donc avec Ali Abdi, Melvin Bard en défense centrale. Moïse Bombito qui est revenu de blessure et qui s'est blessé pendant le match. Et après on avait Antoine Mendy, Jonathan Kloss plutôt sur le côté droit de la défense. On avait aussi Terem Moffi en attaque. On va en reparler de ces attaquants niçois, de un peu la tactique de Francaise. Du côté de Monaco, on avait Folarin Balogun qui était sur le banc. On avait une attaque de l'AS Monaco avec Minamino, Ansu Fati aussi, on va revenir dessus. Et bien sûr, l'international français maintenant, Akliouche et Mika Bierets devant. Au milieu de terrain, toujours pas de Zakaria. Paul Pogba, à un moment, on y a cru qu'il allait revenir. Au final, c'est le coach à 18h qui a dit que peut-être il serait là pour Angers, donc au retour de la trêve. Donc au milieu de terrain, Koulibaly, Thésée. Thésée qui a plus ce poste de latéral droit, qui est maintenant, qui sur les derniers matchs a joué au poste de milieu relayeur défensif. Voilà, donc il y a beaucoup d'absents quand même du côté de Monaco. Bamba, Camara, Golovin, Kerrer, Mawissa, Vanderson, Zakaria. Et comme je l'ai dit, toujours pas de Pogba. Pour commencer sur ce match, déjà, est-ce que Gaëtan, tu veux revenir sur les matchs de Coupe d'Europe de l'AS Monaco ou de l'OGC Nice, peut-être Monaco? On va commencer avec ce match nul sur le même score contre Manchester City. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots dessus? Pour revenir sur cette prestation monégasque en Ligue des Champions, mais c'est un point un peu qui était pas forcément prévu dans leurs prévisions, je pense, dans le calendrier. Ils sortaient d'une grosse débâcle à Bruges, donc c'est un point un peu inespéré. On a pu voir les déclarations des Citizens après le match ou même lors de ce week-end de Première Ligue de retour à la compétition domestique. Et il y avait beaucoup de déceptions du côté Citizens. Donc de l'autre côté, à l'inverse, il y avait beaucoup de satisfaction pour les Monégasques. C'était pas un match simple pour Monaco. Ça aurait pu vraiment tourner en leur défaveur. Ils s'en sortent un peu, on va dire miraculeusement, mais un petit peu sur cette action un peu anodine sur le coup franc où il y a main. Enfin, il y a pardon, c'est pas une main, c'est le coup de pied un peu haut. Et du coup, il y a faute, une faute un peu bizarre, on va pas se mentir, qui permet du coup à Monaco d'obtenir un penalty qui est transformé par Eric d'ailleurs. Donc un très bon point pour les Monégasques. Ouais, aussi sur le but de Thésée qui met une belle frappe.
euh, donc, contre City. Donc voilà, comme tu l'as dit, score qu'on voyait pas, hein. Moi, je l'avais dit sur la vidéo d'avant que je pensais que je voyais pas de points où Monaco allait faire un résultat contre City, sachant qu'il venait de perdre contre Lorient. Donc, euh, donc voilà, plutôt un bon point, même si c'est toujours pas une équipe de Monaco rassurante, on va en parler sur ce match. Pour revenir sur le match de Nice en Coupe d'Europe, quand même, c'était un match plutôt catastrophique. On va pas se mentir. Nice en Coupe d'Europe, ils n'y arrivent pas, hein. C'est 14e match sans victoire en Coupe d'Europe. Donc ça fait quasiment 2 ans et demi qu'ils n'ont pas gagné en Coupe d'Europe. La dernière fois, c'était en Conference League contre Tiraspol. Donc voilà, pour revenir sur le match, un but dès la deuxième minute sur un alignement défensif catastrophique. On en a déjà parlé sur les émissions précédentes, le 3-4-3 de Francaise, qui est un peu compliqué, on a du mal à voir où ça va. Finalement, l'OGC Nice qui joue avec un 4-3-3, donc une défense à 4. Et bah, on a l'impression que dans cette équipe, on peut tout faire, tout essayer. Pour l'instant, il n'y a rien qui marche. Surtout contre une équipe de Fenerbahçe qui était plutôt. C'était pas une grande équipe. Comme on le sait, José Mourinho qui a été remplacé en début de saison, c'est un nouveau coach. Donc, euh, j'ai plus le nom. Tedesco, je crois, c'est. Ouais, c'est lui. Donc voilà, c'était pas un grand match. Ils arrivent quand même à marquer un but sur un penalty de Kevin Carlos. Kevin Carlos aussi, il y a quand même deux trois choses à dire sur ce joueur parce que il donne pas pleine satisfaction. Donc voilà, nouvelle défaite de l'OGC Nice. Après, c'est peut-être les deux adversaires sur trois, enfin sur les 8 adversaires en Coupe d'Europe qui étaient les plus durs. On va voir ce que ça va donner par la suite, mais c'est quand même encore très décevant parce qu'en fait on voit pas un visage de Nice, même contre des équipes plus fortes qu'eux, vraiment se transcender pour ces matchs de Coupe d'Europe. Donc voilà. Donc voilà, si on reste sur ce match. Pour commencer sur ce derby, donc déjà, à noter qu'il n'y avait pas de Populaire Sud en tribune à Monaco. On sait que d'habitude, il y a ce grand déplacement que font les supporters parce que là, en fait, il y a des travaux au stade Louis II, donc les tribunes sont réduites pour les visiteurs. Et la Populaire Sud a, a envoyé un communiqué pour dire qu'il ne serait pas présent à Monaco. Donc il y avait quand même beaucoup de Niçois dans le stade, mais pas cette grosse ambiance qu'on a l'habitude de voir dans ce stade Louis II. Donc voilà. Si on commence sur le match, donc on avait une équipe de Nice qui fait une bonne entame de match quand même, qui domine avec à la 17e minute un but hors jeu de Antoine Mendy, qui ouvre le score à la 29e minute avec Sofiane Diop, avec un nouveau but après celui contre le Paris FC. Mais le match va commencer à tourner à partir de la 34e minute avec ce deuxième carton jaune d'Ali Abdi qui s'essuie les pieds sur Mika Biret. Donc voilà, un carton jaune un peu stupide, sachant que Nice n'avait pas besoin de ça pour se mettre des bâtons dans les roues. On a la sortie du coup de Terem Moffi. Donc on l'avait vu contre le match contre le Paris FC. Bon là c'est circonstanciel, mais Francaise qui décide de jouer sans attaquant de pointe. Du coup c'est Mohamed Alcho qui récupère l'attaque devant et c'est Kojo Opon qui rentre dans cette défense. Et pourtant c'est l'OGC Nice qui va marquer un deuxième but sur penalty pour une main de Crépin Diatta euh, pour un doublé de Sofiane Diop. Donc déjà, je vais te poser une question sur l'OGC Nice, un joueur en particulier. On va revenir sur deux joueurs hein, pour ce match. Donc déjà, Sofiane Diop, qui revient petit à petit en forme. Il était blessé en début de saison. Euh, il était en conférence de presse pour le match avant le Paris FC. Il disait qu'il avait besoin d'un déclic, que l'OGC Nice a besoin d'un déclic. L'OGC Nice n'a pas eu son déclic. Lui, pour le coup, il a plutôt eu. On sait que dans cette équipe de Nice, il joue dans un rôle un peu de 10 et qu'il a besoin d'être dans cette position parce qu'on l'a vu jouer plus bas sur certains matchs et c'était moins intéressant. Déjà, est-ce que Sofiane Diop, en bonne forme, c'est un élément crucial pour cet OGC Nice, Gaëtan? Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que oui, hein. Je pense que oui. Tu parlais de déclic pour l'un et pour son équipe.
Je pense que du coup, le déclic de Sofiane Diop peut permettre à l'OGC Nice d'avoir le sien dans quelques temps. Pour revenir au joueur en lui-même, lors de son départ de Monaco, je pense que certains supporters monégasques étaient assez déçus de ce transfert, surtout en plus de ça à Nice. Mais malgré tout, c'était la perte d'un élément jeune et talentueux qui faisait un peu défaut pour les supporters monégasques. Après, voilà, Sofiane Diop, on connaît ses qualités, on sait que c'est un bon manière de ballon, qui est capable de donner des bonnes passes, d'éliminer un contre un, qui n'était pas forcément le plus connu pour sa qualité à être efficace, on va dire. Donc, s'il peut enchaîner sur cet aspect-là, je pense que c'est tout bénéfique pour lui et ça peut lui donner la confiance nécessaire pour enchaîner. En tout cas, Nice a besoin de se trouver un sauveur, on va dire, entre guillemets, ou une tête de gondole qui peut porter du coup toute, toute l'équipe vers le haut, en sachant qu'actuellement, ils n'ont pas leur leader, on va dire, un petit peu charismatique comme peut l'être Dante. Alors oui, il est présent dans le groupe, il peut parler, mais on a besoin d'un leader sur le terrain. Est-ce que Sofiane Diop est capable de prendre ce rôle sur l'aspect sportif? Je pense que oui. Après, sur le côté, on va dire, expérience, charisme, c'est peut-être un peu encore tôt pour ce joueur. Il est assez jeune quand même, malgré tout, même si ça commence à faire un moment qu'il est dans l'élite professionnelle. Mais en tout cas, je pense que le footballeur a toutes les qualités pour être un élément essentiel de l'OGC Nice dans les prochains mois. Alors, je suis en train de vérifier. Sofiane Diop, c'est un 2000, donc du coup, il a 25 ans, bientôt 26. Alors, je t'ai posé cette question parce que par rapport à cette attaque de l'OGC Nice, donc on a un Jérémy Boga qui devait partir cet été, qui finalement n'est pas parti. Lui aussi, il a déclaré qu'il était à 100% dans le projet niçois. On a un Terem Moffi qui est revenu des croisés en fin de saison dernière. Bon, il n'a pas joué de la saison. Là, en début de saison, c'était encore un peu compliqué. Et on a un attaquant, Kevin Carlos, qui est. Je ne sais pas comment décrire ce joueur. Parce que honnêtement, il y a un joueur, déjà physiquement, il est hyper costaud. Mais sur le terrain, c'est très très compliqué. Et donc en fait, je t'ai posé la question par rapport à Sofiane Diop parce que en fait, c'est le seul qui nous montre quelque chose un peu dans le collectif et individuellement. Par rapport à Jérémy Boga, le problème de Jérémy Boga, pour ceux qui suivent certains suiveurs de l'OGC Nice, comme par exemple le Club Pancho, qui parle souvent de Jérémy Boga, euh, on est sur un joueur qui fait ses différences tout seul, mais on a l'impression qu'il est dans son monde. Pour le collectif, il défend, bon, après, il défend très peu. Et c'est vrai on a l'impression que en fait, Jérémy Boga joue tout seul. Est-ce que ça devrait être lui qui devrait être cette espèce de meneur dans l'attaque niçoise, ou alors c'est aux deux attaquants aussi, comme Terem Moffi, Kevin Carlos, de se mettre plus en avant, d'en faire plus? Qu'est-ce que t'en penses sur ça? Je pense qu'il y a une alchimie à trouver entre tous ces joueurs. Je comprends le ressenti sur Jérémy Boga, que c'est un joueur, on va dire, un petit peu individualiste, mais en tout cas qui fait des différences individuelles, pour pas le dire le moins individualiste. Mais au moment, et je me souviens il n'y a pas si longtemps que ça, bah, je pense aussi que certains supporters niçois étaient quand même contents malgré tout de ces différences individuelles de Jérémy Boga. C'est un peu lui qui a sauvé les meubles dernièrement par ses exploits. Alors oui, peut-être que du coup sur l'ensemble d'un match, ben, son penchant individuel n'apporte pas assez au collectif et ne permet pas d'avoir cette alchimie. Après, je pense que malgré tout, tu as cité des joueurs, j'enlève les attaquants pour le moment, je pense que c'est une discussion qu'on peut avoir un peu après. On en a déjà un petit peu parlé en off de Terem Moffi, mais je pense que déjà ce trio, Jérémy Boga, Sofiane Diop et Mohamed Ali Chaud, bah, déjà, les trois alignés ensemble, c'est quand même des joueurs d'excellente qualité. Donc, il faut une continuité. Il faut une continuité dans tout ça. Moi, je le répète, j'attends pas Nice encore peut-être après la trêve, mais on en a parlé il y a quelques temps. Nice, moi, je leur donne un mois et demi. Le début de saison a été très compliqué par rapport au nombre de joueurs absents. Ils ont retrouvé petit à petit des joueurs. Je pense que la deuxième partie de début de saison, on va dire jusqu'à entre le mois d'octobre jusqu'à décembre, si c'est toujours la même dynamique, ça peut poser plus de problèmes parce que là, il y aura plus l'excuse de joueurs absents. Il est censé avoir un petit peu plus de continuité avec les joueurs présents s'il n'y a pas de nouvelles blessures.
Donc c'est là où on va pouvoir un petit peu plus juger le fond de jeu de l'équipe niçoise. Pour le moment, c'est beaucoup de bricolage de mon côté, donc c'est difficile d'avoir on va dire une tactique bien rodée. On en avait parlé un petit peu dans le 3-4-3. Le 3-4-3 aussi, c'est un système qui demande beaucoup, beaucoup de travail. C'est peut-être un des systèmes les plus exigeants dans le foot moderne. Donc c'est assez compliqué. En sachant que tu incorpores à ça, du coup, Kevin Carlos, qui est une recrue. Tu l'as dit, il a des caractéristiques particulières. C'est un joueur costaud. Et je pense qu'il est peu trouvé. Ça me fait penser à beaucoup de joueurs qui sont pas forcément mis en confiance assez rapidement. Si, en plus de ça, au poste d'attaquant, tu es quand même fortement dépendant de ton équipe. Si ton équipe est tourne, ce sera quand même beaucoup plus facile pour toi de t'intégrer rapidement et de marquer. Là, pour le coup, Nice, on ne peut pas dire que c'est une équipe dans le vert, qui est dans une équipe en forme. Euh, Malgré tout, je pense qu'il y a des efforts à faire des deux côtés, que ce soit le collectif pour trouver un petit peu plus Kevin Carlos et Kevin Carlos pour essayer peut-être un petit peu de se rapprocher un petit peu plus de l'ensemble des joueurs avec qui il joue. Après, je sais pas ce que tu en penses toi, Terran Moffi, on en a un petit peu parlé, moi je le trouve honnêtement hors de forme, même si malgré tout il est costaud et que ça n'a jamais été une gazelle sur le terrain, mais des souvenirs de lui un petit peu plus affûtés, je le trouve pas forcément au top de sa forme, parce que je pense que c'est quand même un joueur qui a des qualités pour faire des différences en Ligue 1. Après, moi c'est une question d'alchimie. Je pense que déjà si ce trio Boga, Diop, Mohamed Ali Chaud enchaîne, je pense qu'on peut voir des choses un petit peu meilleures dans les prochaines journées. Alors, je pense que tu as raison sur ce trio, mais par contre, pour le coup, moi, je vais pas me répéter sur Boga, mais je le trouve vraiment, il est très suffisant dans son jeu. On parle beaucoup qu'il joue pour un gars qui a de la vitesse, de la technique, il joue très arrêté. Par exemple, contre le match contre Fenerbahçe, pareil, il s'est pas mis dans les situations, je trouve, pour vraiment faire la différence. Sur Mohamed Ali Chaud, lui aussi, il a été blessé. Je le trouve, c'est peut-être le joueur en attaque que je trouve le plus intéressant. Il est un peu testé dans tous les postes par Franquez. Ça lui rend pas forcément servi, je trouve. Je trouve qu'il est plutôt bon quand il joue sur le côté droit. Mais ça reste peut-être lui le joueur le plus intéressant. Sur Terem Moffi, je trouve qu'il revient bien depuis ce début de saison avec l'OGC Nice. Bien sûr, il faut encore s'en remettre, hein. Il revient des croisés. En plus, je crois que c'est sur son. Donc, c'est un gaucher, donc sur son genou gauche, c'est un peu plus compliqué. Mais moi, je vais quand même revenir sur Kevin Carlos. Euh, Peut-être qu'il est pas assez trouvé, ou en tout cas, il est mal trouvé, peut-être. Mais lui, c'est quand même compliqué. Jouer dos au but, faire un contrôle, une bonne déviation, il y a quand même, on voit pas grand-chose de cet attaquant. Après, hein, il a que quelques matchs dans cette équipe de Nice et c'est compliqué. Mais je trouve que quand même, pour un professionnel de football, hein, on considère que ces mecs sont 10 fois, 100 fois supérieurs à nous quand on joue au football. Donc je trouve que vraiment, on n'en voit vraiment pas beaucoup quand même. Et là, il a marqué, ils le font tirer son penalty pour le mettre en confiance. Donc ça lui fait un but, mais sinon, honnêtement, on voit rien de cette équipe. Si Après, je te on. rejoins, hein. Je me permets Vas-y. de te couper, je te rejoins sur ton bilan sur Kevin Carlos. Actuellement, ce qui monte, c'est pas suffisant, hein. Que ce soit sur un plan de vue statistique ou même de ce que j'ai pu voir sur certains matchs sur le point de vue technique. C'est c'est pauvre. C'est pauvre. Actuellement, je te rejoins totalement. Par contre, comme je te disais, pour moi, c'est aussi dépendant, le poste d'attaquant est aussi dépendant d'une équipe. Et si une équipe n'est pas au top, derrière, c'est difficile de se mettre soi-même au niveau. Les ballons que tu touches, ben, des fois, ils sont beaucoup plus difficiles que ceux que tu peux toucher normalement aisément dans une équipe qui tourne. Tu vas avoir des ballons où tu vas peut-être être un peu plus libre, tu vas peut-être avoir un peu plus de temps pour jouer. Donc, c'est peut-être une raison à ça. Mais je reviens sur l'aspect performance individuelle. Kevin Carlos doit monter d'un cran. On est totalement d'accord Ouais. là-dessus. Et du coup, je reviens à ça parce que tu as aussi évoqué le 3-4-3. Du coup, le 3-4-3, ça permet à des joueurs comme Jonathan Klaus, Melvin Bard, d'être plus haut sur le terrain et d'envoyer des centres. Aussi, pour le coup, ils sont totalement déconnectés. On a l'impression que c'est un peu le club qui tourne à l'envers. On sait que Klaus, avec son départ avorté contre les Verkusen et même à la Juventus de Turin, à un moment on en parlait, ça a dû lui faire mal dans la tête. Après,
il faut quand même que lui aussi il en fasse plus. Il a plutôt fait un bon match contre le PFC, mais ça reste encore insuffisant. Et Melvin Bard, on n'arrive pas du tout à retrouver le joueur qu'on avait vu au moins sur la saison dernière, où il a fait une très bonne saison. Il apporte pas assez. Après, pareil, lui aussi, il est un peu switché entre le poste de défenseur central, où j'aime pas du tout le voir dans cette position, et ce poste de piston où Francaise a testé. Comment il s'appelle, Thiago Gouveia contre Brest, ça n'a pas forcément marché. Donc ouais, c'est plutôt compliqué. Après, sur Francaise, on en reviendra peut-être un peu plus tard dans le débat et sur le club de l'OGC Nice en soi. On va peut-être continuer sur le match quand même. Donc on en était sur le doublé de Sofiane Diop. Donc là, à 10, l'OGC Nice mène 2-0 hein, avant la mi-temps. On a 7 minutes de temps additionnel parce qu'il y a pas mal d'arrêts de jeu. Et à la 45e plus 4, on a un penalty pour Monaco. Donc main dans la surface de Crépin Diatta pour le penalty de Nice. Main dans la surface de Antoine Mendy pour le penalty d'Ansu Fati. Donc on est déjà contre le Paris FC, il y avait une main dans la surface où ils étaient revenus au score grâce à ça. On a une deuxième mi-temps, du coup, on a la sortie d'un milieu de terrain pour l'AS Monaco et l'entrée de Folarin Balogun. Donc c'est Camara qui sort et Folarin Balogun qui rejoint Biarritz en attaque. Là aussi, on a dit que au final, cette attaque elle marche plutôt bien. Et 51e minute, on a un penalty pour l'AS Monaco. Alors dans cette action, on a plusieurs choses déjà. La faute de Moïse Bombito qui se blesse sur l'action. Donc l'OGC Nice l'a annoncé, c'est une fracture du tibia qu'il a, donc je crois que ça va durer un moment quand même. Donc là déjà, c'était un défenseur un peu d'expérience qui était déjà l'année dernière, qui a montré certaines choses. Mais c'était déjà un défenseur avec plus d'expérience que les autres défenseurs centraux de l'OGC Nice, et ben, qui retourne du côté de l'infirmerie, donc plus l'absence de Dante, de N'Jashimi et de Abdelmomen. Voilà. Et donc du coup, on a ce penalty de Ansu Fati qui marque son doublé du coup. Donc Ansu Fati, c'est 5 buts en 6 matchs pour l'AS Monaco depuis son retour, 5 buts en 126 minutes. Juste pour parler de la sortie de Bonmito, c'est Tom Louchet qui est rentré finalement en tant que piston gauche, donc plutôt compliqué pour lui. Mais si on parle d'Ansu Fati, toi qui suis pas mal le FC Barcelone, qu'est-ce que tu peux nous dire sur son retour en forme à l'AS Monaco? C'est quand même début, c'est pas mal de penalty, mais il y a quand même quelque chose qui se passe avec lui. Qu'est-ce que t'en penses? Et j'étais sceptique, hein, honnêtement. Il avait eu différentes opportunités durant d'autres prêts. Ça n'avait pas forcément été brillant. Là, pour le coup, c'est un départ canon. Et ça fait plaisir à voir parce que bon, il a vécu des moments difficiles en tant que joueur de foot. Donc ça fait plaisir à voir. Alors ouais, ça, certes, c'est à nuancer parce qu'il y a des pénaltys, mais bon, c'est totalement le genre de départ qui peut lui donner beaucoup de confiance parce que les pénaltys, ben, on en voit louper tous les week-ends. Il a failli en avoir un qui a failli être arrêté ce week-end aussi lors du match face à Nice et c'est rentré. Donc tant mieux pour lui. Je pense que c'est un début top dans son renouveau. On pourrait même déjà se poser certaines questions au Barça. Est-ce qu'on n'aurait peut-être pas besoin d'un retour d'un joueur comme ça dans la rotation? Peut-être pas. J'extrapole, mais en tout cas, c'est très bénéfique pour lui. Je pense que ça va lui donner du coup beaucoup de confiance dans son jeu. Il va peut-être être un peu plus force de proposition, essayer voilà, de jouer entre les lignes, de montrer toute sa palette technique, pardon. Et en tout cas, c'est un bon point pour Monaco. Je fais une aparté avec Pogba, mais s'ils arrivent à faire la même chose avec Paul Pogba, ben, on peut dire que leur mercato est totalement réussi, hein. On peut dire que leur mercato est totalement réussi malgré beaucoup de départs, mais en tout cas sur les arrivées, ben, Ansu Fati c'est bien. Eric Dyer, ben, ça apporte tout ce qu'on attendait d'Eric Dyer. Et si derrière, même si c'est un petit peu retardé pour Paul Pogba, parce qu'on l'attendait peut-être ce week-end, mais je pense que c'est peut-être pas plus mal d'attendre encore 15 jours et de le faire commencer dans un match un peu moins dur, on va dire, entre guillemets, ou avec moins d'attente. Et ça peut permettre à l'AS Monaco d'avoir une rotation d'effectifs un peu plus importante. Mais pour revenir sur Ansu Fati, mais il apporte en fait ce que actuellement certains joueurs offensifs de l'AS Monaco n'apportent pas. On est un peu déçu du début de saison de Mika Biret. On s'attendait peut-être à tous à plus de sa part. Alors oui, il a peut-être surperformé lors de son arrivée, mais on attend un petit peu plus, qu'on attend un petit peu plus.
Ouais, comme tu le dis sur les absences à Monaco, il y a quand même pas mal de joueurs, hein, on l'a dit, pas mal de joueurs cadres. Donc oui, après s'ils ont un effectif bah, déjà avec moins de blessés, il y aura une meilleure équipe de Monaco, hein. Mais c'est vrai que s'ils arrivent à faire la même chose avec Paul Pogba, ça va être super intéressant, surtout qu'il manque aussi le capitaine Zakaria. Donc ça fait déjà pas mal d'absents, on le redit, mais Golovin, Kehrer, Mawissa, Vanderson. Vanderson aussi, je crois que c'est pour 1 ou 2 mois. J'ai un petit doute sur ça, mais c'est quand même une sacrée absence. Donc voilà, après sur le reste du match, donc Ansu Fati c'est plutôt pas mal. Sur le reste du match, c'est plutôt une équipe de Monaco qui domine la rencontre, hein, vu que l'OGC Nice joue à 10, en plus c'est compliqué pour eux. Au final, ça reste à 2-2, donc un point partout, ce qui n'arrange plutôt personne. Et donc, on a appris aujourd'hui que Monaco pourrait se séparer de Adi Hutter et que le favori pour le remplacer, ce serait Edin Terzic, l'ancien coach de Dortmund. Donc sur cette info, qu'est-ce que t'en penses, Gaëtan, sur le départ d'Adi Hutter de l'AS Monaco? Mais, écoute, si ça s'avère acté, malgré tout un petit peu surpris, hein. Malgré tout un petit peu surpris. Alors certes, sur les résultats, c'est bien. On en a suffisamment parlé lors des différentes émissions que sur le contenu, on s'attend quand même à un petit peu mieux de l'AS Monaco, mais malgré tout surpris. Du timing en tout cas. Du timing, j'aurais peut-être laissé un petit peu plus de temps à 18h. Mais après, pour le coup, la solution de remplacement m'intrigue. Je suis un peu interpellé par ce choix que je peux trouver judicieux. Judicieux parce que Terzic, ça a quand même montré des bonnes choses à Dortmund, même si ça s'est fini un peu de manière un petit peu particulière. Mais si je dois te faire un bilan sur Adi Hutter, imaginons que ce soit demain, ce soit fini, quel bilan on pourrait tirer de son passage à l'AS Monaco? Malgré tout, bon, une belle saison la saison passée, mais encore une fois, dans le contenu, pas non plus exceptionnel. Ah, voilà, une équipe qui performe, mais qui fait pas rêver, entre guillemets. Donc, est-ce que Monaco doit changer de leader et d'entraîneur pour essayer Ouais, est-ce que de tu trouves proposer que un ça serait contenu? justifié, en fait, ce départ d'Adi Hutter, hein? Là, à l'instant T, je trouve ça un peu sévère, mais on sait que le monde du football professionnel est exigeant, donc après, malgré tout, je m'attends quand même à mieux de l'AS Monaco, et donc si c'est un changement d'entraîneur qui peut permettre cela, ok. Malgré, malgré tout, je pense que les temps ne sont pas que pour Adi Hutter. Le mercato monégasque et l'ensemble des départs qu'il y a eu durant ce mercato font penser que ce n'est pas uniquement sa faute. Ok. Après, pour les échos qu'on voit dans la presse et tout ça, beaucoup estiment que à 18h, comme tu l'as dit, hein, c'est un peu la même chose que malgré les bons résultats, à 18h ne fait pas forcément progresser cette équipe. Là, on le redit, mais même s'ils sont plutôt en place au niveau du classement, c'est plutôt des matchs compliqués qu'on voit de l'AS Monaco. C'est pas incroyable. Il y a eu, comme on le redit, mais cette, euh, ce match nul contre Manchester City qui sauve un peu les meubles, hein, où on s'y attendait pas, mais c'est plutôt compliqué. Après, est-ce que dire que c'est justifié, c'est vrai que c'est compliqué à répondre en vrai. Pour surtout Edin Terzic, donc c'est lui qui a emmené Dortmund en finale de Ligue des Champions, à voir si c'est bien lui déjà qui sera aux commandes. Parce que pour l'instant, c'est pas officiel, hein, c'est une info qui a été sortie par l'équipe. On ne sait pas si c'est totalement fini. Mais en tout cas, ça semble prendre la direction. Donc peut-être on en reparlera après la trêve pour voir si c'est officiel. Mais en tout cas, Mais tu vois, tu sais, dans les choix d'entraîneurs qui pourraient remplacer des entraîneurs de Ligue 1 qui sont un peu en difficulté, je sais pas si tu as vu que Abibay est un petit peu menacé suite à ses derniers résultats. Et du coup, le listing de noms qui a pu sortir dans la presse, c'est Laurent Blanc et Thiago Motta. Et pour le coup, ça me semble des choix un peu plus intéressants malgré tout.
T'es un peu, on va dire, dubitatif sur le nom Edin Terzic. Je le suis un petit peu, même si, comme je disais tout à l'heure, il a quand même fait des bonnes choses à Dortmund, même si sur la fin, par contre, ça a vraiment mal fini. Mais, mais je t'avoue que Thiago Motta, pour le coup, ça pourrait être un nom à l'AS Monaco qui m'intéresserait davantage. Moi, sur les deux noms que tu viens de citer, j'avoue que je suis passé un peu à côté de cette rumeur. Laurent Blanc, moi, c'est pas ce qui me hype le plus en vrai. C'est un entraîneur que j'ai longtemps attendu après son départ du Paris Saint-Germain. Il y a eu beaucoup de rumeurs comme quoi il a refusé beaucoup, beaucoup de projets, des sélections, des gros clubs, pour finalement revenir à Lyon et nous donner ce qui. Enfin, voir ce qu'on a vu à Lyon. J'ai pas trouvé ça grandiose non plus. Là actuellement, donc il est toujours en Arabie Saoudite où il s'est fait renvoyer. Non, c'est pas lui qui s'est fait renvoyer récemment. Il s'est fait limoger, et c'est pour ça que Ouais, du coup, il est libre, il est ouais, voilà. disponible. Donc ouais, Laurent Blanc, j'avoue plus Thiago Motta, mais pareil, Thiago Motta, bon, on l'a vu à la Juventus de Turin. Il a montré des bonnes choses. C'était au Genoa précédemment, c'est ça? Ou à Bologne? Les deux, si je dis pas de bêtises. Ouais, Les c'est deux. possible aussi. Je vais revérifier histoire de pas dire de bêtises. Donc Thiago Motta. Après, Laurent Blanc, tu vois, je peux en parler un petit peu parce que, bon, il a fait partie des grandes heures bordelaises. Et, euh, et pour le coup, en termes de jeu, c'était quand même plutôt cool à voir. Mais, euh, mais je suis d'accord avec toi. Moi, j'attendais qu'après Paris, et pour le coup, le Paris de Laurent Blanc, c'était quand même bien, hein, c'était quand même cool à voir. C'était quand même cool à voir. Je pense que c'est une des Sauf le meilleures périodes 3-5-2. du PSG. 3-5-2. Mais bon, je pense que sa saison a été tuée par l'épisode Périscope avec Serge Aurier Ouais, quand même. c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que le 3-5-2, on va essayer d'oublier. C'est Mais vrai qu'il a montré de on bonnes a été choses. déçus. Ouais, on a vu de bonnes choses et moi je suis un peu d'accord avec toi. Je suis un peu déçu de ne pas l'avoir vu dans un projet Ligue 1 rapidement ou en tout cas au moins 1 ou 2 ans après ce passage-là au PSG. Il a attendu longtemps. Pas dire qu'il s'est fait désirer, mais je pense qu'il était content aussi d'être loin de ce milieu du football pendant quelques années. Est-ce que après ce passage un petit peu dans un pays exotique, Lyon aussi, hein, alors je suis complètement d'accord avec ton constat. Je pense que c'était pas aussi la meilleure période aussi pour arriver à l'Olympique Lyonnais. Mais, euh, mais est-ce que maintenant qu'il a fait un petit peu son passage dans des pays exotiques, maintenant que l'affaire Périscope, c'est loin derrière tout le monde, maintenant que le passage lyonnais, bon, avec tous les coachs qui sont passés entre-temps à Lyon, je pense que Laurent Blanc, il est oublié des supporters lyonnais. Enfin, tout est derrière lui en vrai. Est-ce que ça pourrait pas être une solution? Je dis pas forcément pour Rennes ou pour Monaco, mais est-ce que ce serait pas un entraîneur qui pourrait être capable de mener un projet en Ligue 1? Honnêtement, moi, j'ai quand même le sentiment de me dire qu'il est capable et qu'il est en mesure d'être capable de le faire. Ok. J'avoue que moi je serais plus Team Thiago Motta, même si c'était pas faux à la Juve. J'irais plus sur Thiago Motta. Donc, Si à choisir entre les deux, je suis Thiago Motta aussi, par contre. voilà, il est bien passé par le Genoa et Voilà. par Bologne, hein. Il a fait la Spezia entre-temps. Donc voilà, mais ouais, peut-être Thiago Motta. Je pense que sur cette équipe de Monaco, pour l'instant, on a à peu près tout dit. On va attendre quand même le retour de Paul Pogba. De Paul Pogba, j'aimerais bien le voir. Chaque fois, ça me fascine comment tout le stade se retourne dès qu'il sort la tête de la tribune. Mais voilà, on va attendre. On va suivre aussi pour Adjuter et la direction de l'AS Monaco. Je voulais quand même te poser une dernière question sur le club de l'OGC Nice. On en parlait après ce match contre Fenerbahçe. J'étais plutôt énervé de cette équipe, en tout cas de ce qui se passe en ce moment. Je trouve que c'est quand même un club de l'OGC Nice qui marche sur la tête depuis ce début de saison, mais plutôt à tous les niveaux en fait. Déjà au niveau de la direction sportive, donc on va parler d'Ineos. Ineos, ça fait un moment qu'ils sont censés s'exprimer par rapport à la situation du club. En début de saison, ils ont dit qu'ils étaient toujours présents, qu'ils avaient remis de l'argent pour que les finances aillent bien à l'OGC Nice. Alors, je pense que c'est sûr, les finances vont bien à l'OGC Nice, mais ils ont pas forcément. Il y a beaucoup de reproches comme quoi ils n'ont pas forcément pris beaucoup de risques pour ces matchs contre Benfica en Ligue des Champions où il y avait l'occasion de faire quelque chose. En plus, c'était pas une grande équipe du Benfica. Si peut-être avait, au lieu de prendre plusieurs joueurs à très peu et prendre un vrai bon joueur, un vrai bon défenseur central par exemple, ce qui manque énormément à l'OGC Nice, eh ben ça se serait mieux passé en tout cas. Pas sûr qu'ils auraient gagné, mais ça se serait mieux passé.
Donc il y a déjà il y a ça au niveau d'Ineos. Euh, donc on ne sait pas s'ils vont vendre le club ou quoi au caisse. La présence de Jim Ratcliffe aussi qui est présent au club de temps en temps mais pas vraiment, qui est focus full Manchester United. Pour ce qui se passe à Manchester United, est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est un autre débat, on va dire. Au niveau du directeur sportif, donc on a Florian Maurice quand même à la fin du mercato qui a alors, il a défendu son mercato dans les colonnes de l'équipe, même sur le site de l'OGC Nice, où bah, il va pas dire qu'il a fait du mauvais travail, hein, mais en tout cas, de ce qu'on voit, on trouve que le mercato, enfin, moi, je trouve que le mercato, il est pas incroyable non plus. J'étais plutôt intéressé quand on a fait les previews de la Ligue 1, même au début de la Ligue 1, j'étais plutôt intéressé, hein, je me souviens, j'étais plutôt positif, à constater quand même que c'est plutôt un mercato compliqué. Au final, même s'il faut laisser le temps, on fait toujours un bilan d'un mercato à la fin de la saison quand même. Mais les recrues qui donnent pas vraiment satisfaction, on sait pas trop où l'équipe va, on sait pas trop si les joueurs sont adaptés au système francaise. Et enfin, il y a beaucoup d'incohérences en tout cas dans ce mercato. Au niveau de Francaise, lui aussi, on ne sait pas, il tâtonne dans ses choix de joueurs. Bon, après, il y a des blessés, tout ça. Mais aller en Coupe d'Europe et tester un nouveau, enfin, présenter un 4-3-3, est-ce que c'était la meilleure idée? Est-ce qu'on n'aurait pas voulu le voir plutôt sur des matchs en Ligue 1? Même sur les joueurs, des fois, il y a des choix de joueurs à certains postes. On voit qu'il tâtonne, hein. Moi, je suis plutôt un fervent défenseur de Franquet. Je trouve que c'est un très bon entraîneur de Ligue 1, euh, mais c'est plutôt compliqué. Alors après, ce qui s'est fait, on lui a vendu un discours au club qui n'était pas le bon, et lui, il fait avec ce qu'il a, du coup. Il y a peut-être ça aussi. En tout cas, les joueurs aussi, même les cadres de l'équipe, on ne les retrouve pas. On en reparle, mais Melvin Bard, Jonathan Klaus, on les retrouve pas. Euh, Dante, bon, Dante, il a 41 ans, donc c'est pas à lui qu'on va demander de jouer 95 minutes par match à fond. Mais il n'y a jamais eu ce remplaçant plus de Dante qu'on attend depuis des années. Pour ceux qui ont regardé le premier épisode sur Ligue 1+, où on suit sa dernière saison, même lui, il a dit que quand il arrive à Nice, il pensait qu'il allait faire 3 ans, 3 4 ans à fond, et qu'après, il allait dire au revoir. Au final, il est resté jusqu'à ses 41 ans. Merci. Mais l'OGC Nice n'a jamais trouvé un joueur qui puisse prendre la succession petit à petit de Dante. Le seul qu'on voit à peu près, c'est peut-être Bombito ou Ndiachimi, mais Ndiachimi, lui aussi, il est souvent blessé. Et pour finir, quand même, il y a les supporters. Donc les ultras, on l'a vu contre le PFC. Donc il y a eu ces histoires de chants homophobes, ce qui est pas fou. Donc c'est Jonathan Klaus qui a dû demander aux supporters d'arrêter de chanter parce qu'ils allaient perdre le match sur tapis vert. Derrière, à la fin du match, les joueurs, en plus les joueurs qui sont totalement un peu, enfin peut-être pas totalement, mais sont un peu sortis de leur match. Alors peut-être qu'ils auraient pas pris de but, peut-être qu'ils auraient pris de but, on peut pas dire, mais je trouve qu'il y a quand même eu moi j'étais au stade, j'ai quand même vu un tournant dans ce match après cet incident, et à la fin qu'ils leur disent quand même ouais, bougez-vous le cul. Alors ils ont un peu raison sur ça. Après, sur la fin du match contre le PFC, leur dire ça, c'est un peu culotté, je trouve. Ils ont fait quand même le déplacement en Turquie. Donc voilà, et au final, ils sont pas venus pour l'ASM pour les raisons qu'on a expliquées, qu'il n'y avait pas assez de place. Bref, avec tout ce que j'ai dit, en fait, est-ce que tu as un avis sur cette OGC Nice, Gaëtan? Je suis un peu sur un tunnel, mais est-ce que tu as un avis sur l'OGC Nice qui marche un peu sur la tête depuis le début de saison? Pour essayer de reprendre un peu point par point tout ce que tu as pu dire, euh, moi, déjà, première chose, l'absence d'Ineos s'est vue sur le mercato et se voit sur la direction sportive, pas la direction, les personnes qui sont au quotidien, mais la direction, le mouvement sportif dans lequel vous allez ces derniers temps. Euh, J'en ai parlé un petit peu sur le match. Pour moi, c'est beaucoup de bricolage en ce moment. C'est beaucoup de bricolage. Le mercato, pour moi, c'est un mercato avec des joueurs, si on est très honnête envers nous et envers les personnes qui regardent, qu'on ne connaît pas. Donc, moi, je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à autre chose. Des recrutements par le passé avec des joueurs comme Mohamed Ali Chaud,
Ça, c'est des joueurs qu'on connaît et qu'on a pu voir passer, avec lesquels ce type de joueur on peut avoir d'attente. Jérémy Boga, ça fait partie de ce type de joueur. Tanguy Ndombele, malgré toutes ces problématiques qu'il peut avoir liées au comportement, à son professionnalisme ou autre, on sait que c'est un joueur de talent. Je m'attendais à autre chose du mercato. Tu parles du poste de défenseur, ben on a aussi parlé du poste d'attaquant. Euh, Ça aurait pu être aussi une cible. Moi, je suis plutôt partant pour faire moins de joueurs, plus de qualité. Euh, Tu parlais du remplaçant de Dante. Moi, le dernier big défenseur que vous avez eu à côté de lui, pour moi, c'est Todibo, qui était vraiment un joueur de talent. Voilà, ça, c'est des recrutements qui sont marquants. Il fait combien de saisons, Todibo, à Nice? Je sais plus Il le fait chiffre trois exact quatre en je tête. crois. Voilà, c'est un joueur qui est arrivé très jeune, qui avait fait une ou deux bonnes saisons en Ligue 1, qui est parti dans un big club, qui revient en Ligue 1 et qui derrière s'impose et qui peut partir en première ligue. Ben voilà, c'est le type de joueur qu'on attend avec un petit peu un, un vécu, un vécu, un vécu sur la scène européenne. Je prends l'exemple de Pavard, mais Pavard, ça aurait peut-être été un coup que Nice aurait pu faire. Alors oui, ils n'ont pas l'attractivité de Marseille. Quand je parle de Pavard, c'est le type de joueur. Je peux Ouais. citer Pavard, je peux citer D'ailleurs. D'ailleurs, par exemple, ah, voilà, il vient pour la Ligue des Champions, mais est-ce qu'on peut pas avoir ce profil de joueur d'une gamme en dessous? Des joueurs, par exemple, qui connaissent très bien la Ligue 1. Euh, alors oui, c'est pas un joueur exceptionnel à avoir joué, mais est-ce que Nicolas Palois, par exemple, c'est peut-être pas un joueur expérimenté de Ligue 1 qui aurait pu apporter un peu plus de sérénité à Nice? Alors je suis pas le plus grand fan de Nicolas Palois, mais c'est ce type de profil-là que je t'énonce. Kolo Zedzak au Paris FC, qui joue un peu moins en plus en ce moment, qui a connu Nice. Est-ce que c'est pas dans ces joueurs en fait qui connaissent déjà le championnat, déjà le championnat, qui ont vécu. En fait, moi, sur le mercato, ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'il y a pas de, il y a peu d'XP, il y a peu d'XP, il y a peu de références, on va dire européennes ou même domestiques dans leur championnat. Je m'attendais à beaucoup mieux sur le mercato. Après, sur la dynamique de Nice actuelle, est-ce que je suis surpris? Ce serait mentir te dire que non. Parce que je l'avais dit dans la preview, c'est pas forcément une équipe que j'attendais dans le top 6 par exemple. Je voyais plus une équipe comme, comme Rennes, même s'il y a certaines difficultés. Mais et des profils. Je cherche des joueurs Ouais, qui pourraient. j'essaye de chercher en même temps, mais je vois à peu près C'est ce des que tu joueurs, veux mais dire. vraiment. En fait, je parle d'expérience. En fait, quand je te parle de Palo, c'est pas le profil idéal. Et encore Des que. joueurs qui connaissent la Ligue 1, en fait, du recrutement Voilà, Ligue c'est 1, ça. Ligue 2, voire, mais voilà, des mecs qui connaissent la Ligue 1. Mais je suis totalement d'accord sur ça. Après, là, tu as pris un peu les deux extrêmes entre Dyer et Palois, parce que Palois, je pense que pour un club comme le l'EGC Nice, il y a quand même d'autres ambitions. C'est quand même un club Ouais, mais qui veut être en Coupe d'Europe. Après, Dyer Pavard, je pense que c'est un peu cher, sachant que d'après ce qu'on a compris, je vois ce que tu veux dire sur des joueurs qui sont un peu en- la gamme en dessous d'ailleurs est Ouais, pas voir. voilà, Pour moi, c'est voilà. ça la cible. Mais il y a aussi ce truc sur le mercato, j'ai peut-être oublié d'en parler, mais il y a aussi le choix de combler certaines erreurs de mercato qui a été faites précédemment chez Ineos. Par exemple, typiquement les 20-30 millions sur Mofi. Le GC Nice ne veut plus faire ça. Je dis pas qu'il c'est un mauvais joueur, Mofi, mais il vaut pas 20-30 millions. En tout cas, beaucoup sont plutôt d'accord sur ça. Mais ouais, un recrutement plus Ligue 1, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qu'on connaissait pas trop qui sont arrivés en Ligue 1. Jansson, en plus c'est des jeunes joueurs, donc c'est des jeunes joueurs qui découvrent la Ligue 1, qui étaient dans des championnats qui restent quand même en dessous de la Ligue 1, même si la Ligue 1 bon, même si cette année c'est plutôt bien, on va pas on va pas la descendre maintenant, mais pour le coup cette année c'est Dans la plutôt Ligue bien. 1, alors qu'en Coupe d'Europe, on commence à bien performer là, ces Ouais, derniers temps. voilà, mais ça reste quand même Mais, top 5 championnat français et c'est vrai que le recrutement, pareil, Kevin Carlos, un joueur qui a mis 6 buts à balle et au final qui s'est retrouvé sur le banc toute une demi-saison et que tu vas quand même payer 6 millions, sachant que bon, t'aurais pu faire autre chose. Euh, voilà. Par exemple, même si on enlève. comme on a vu il y a 2 semaines ou 3 semaines peut-être, Ludovic York, peut-être que Nice, c'est des profils comme ça qu'ils auraient dû aller chercher. Donc, Ouais, donc Mathias Sabine, des joueurs en fait qui ont déjà performé. En fait. Allez, même imaginons si c'est pas en Ligue 1, c'est peut-être voir arriver un mec qui a déjà mis ses 7-8 buts, je sais pas, en Serie A, en Bundesliga. Je pense qu'ils sont capables d'attirer peut-être des joueurs comme ça, tu vois. Même si c'est pas des joueurs.
qui sont, on va dire, dans le top 30 de leur poste. C'est pas ce qu'on me demande non plus. Non, mais je vois Mais très des bien, joueurs des Jonathan Iconé par exemple au PFC ou des joueurs comme exactement. ça aurait pu être plus intéressant. Après, en défense centrale, j'avoue que j'ai toujours, à force de parler, j'arrive pas à trouver forcément un joueur qu'on aurait pu faire venir. C'est pour ça qu'au Et, final, je te dis que Palois, gratuit, est-ce que c'est bah, forcément une très, très mauvaise idée? quand En même, voyant ce que quand tu as même. actuellement. Ah, à la limite, tu vois, vraiment, alors peut-être pas Jumaba, parce que Jumaba, actuellement, il fait vraiment des prestations pas bonnes. J'espère, en plus, moi je l'ai dit, je pensais que ça allait être un bon joueur. On l'a vu sur 6 mois à Lens, il était plutôt intéressant. Je pensais que ça allait être lui, peut-être un peu le joueur, le joueur intéressant en défense. Au final, c'est compliqué. Hein, je vais pas aller taper sur des mecs de 19 ans en plus qui sont professionnels. Donc voilà, mais ouais. Alors, en parlant de Jean-Claire Todibo, je crois que West Ham, là, ils ont changé de coach. Ils ont viré Potter, Graham Potter, je crois qu'il s'appelle. Et ils ont pris un autre, un autre entraîneur, pardon. Et je crois qu'il a écarté Jean-Claire Todibo. Donc peut-être que si ça se passe mal à West Ham, pourquoi pas essayer de le faire revenir une demi-saison à l'OGC Nice. C'est toujours ça de prix. T'as aussi parlé de Et Tanguy Ndombele qui est toujours pas revenu. On sait pas trop comment va se passer son retour. Est-ce qu'il va vraiment revenir? Donc il y a plutôt pas mal de questions à l'OGC Nice. Tu voulais rajouter quelque mais chose même, sur le club? ouais, même pour finir sur le mercato, tu vois, pour parler d'Ineos, la gestion des départs, c'est catastrophique. Bah, C'est là pour le catastrophique. coup, là pour le coup. Alors c'était des départs importants que t'as pas remplacés, mais tu les as plutôt bien vendus, on va dire. Non, mais même, t'as des joueurs, sans parler des mecs qui sont partis, moi, je parle surtout des gars qui sont là, en fait, tu vois. Jérémy Boca, Jonathan Klaus, déjà. C'est deux joueurs, dès, dès mai-juin, tu dois savoir si tu les gardes dans ton effectif ou pas, en fait. Alors oui, tu as envie de les garder parce que on sait la qualité qu'ils peuvent avoir, mais si derrière tu fais en fait, c'est de l'anticipation. Moi, je dis pas qu'ils sont pas anticipés, je dis pas qu'ils ont mal fait leur travail, et je dis qu'en tout cas, il y a eu une erreur dans le timing, et du coup, tu as des joueurs qui sont frustrés. Parce qu'en fait, là, actuellement, le problème de ces deux joueurs, c'est qu'ils ont été frustrés sur le début de saison. Et ça, ils peuvent dire, je suis à 100% à Nice 18 fois en conférence de presse, ils ne nous feront pas croire qu'ils n'ont pas été frustrés. Parce que quand tu te vois partir dans un club plus huppé, ben, c'est de l'ambition de joueur de football totalement normal et que chacun peut comprendre en tant que personne. Quand tu as la possibilité, je prends Jonathan Klaus, d'aller à Leverkusen ou à la Juventus, bah, Nice, c'est bien joli, le cadre il est sympa, mais on parle quand même de top club européen. Là. Donc la frustration, elle peut exister. Est-ce que derrière lui, il se dit, est-ce que cette chance va se reproduire en sachant que son départ de Marseille, ça a été un peu compliqué. Mm. Donc peut-être que là, il y a quelque chose de dur à encaisser pour lui. Et c'est sûr qu'en plus, il y a des joueurs qui jouent. Et derrière, ça n'amène pas forcément de. S'ils sont un petit peu moins performants, mais ton groupe, ton équipe, ton coach compte sur ces joueurs pour être performants parce qu'on connaît leur niveau. Mais du coup, ça amène une dynamique qui est pas bonne. Et c'est pour éviter d'être dans un tunnel aussi, tu vois. Mais l'absence de la direction et d'Ineos, tu vois, dans cette gestion, je trouve ça très compliqué. Moi, moi, pour moi, de l'extérieur, honnêtement, je trouve que vous êtes un club abandonné totalement par Ineos. Ouais, c'est plutôt ça. Ouais, alors je reviens encore sur. Tu parles d'anticipation. Ils ont plutôt anticipé le départ d'un Marcin Bulka. Ils ont directement signé Yevan Diouf. Yevan Diouf aussi, qui est un peu dans un creux. Il a plutôt fait un match, on va dire, correct contre Monaco, parce que peut-être sur le penalty, il peut avoir la main plus ferme. Après, ça, c'est des détails d'effet de match. Mais lui aussi, sur son jeu au pied, il a quand même quelques difficultés. Mais c'est peut-être le seul joueur qu'ils ont anticipé sur ce mercato. Et après, c'est vrai que c'était sorti aussi que Franck Hez s'était plaint qu'il ne pouvait pas démarrer une saison de Ligue 1 avec seulement Terem Moffi en tant qu'attaquant de pointe. Au final, on revient sur cette arrivée de Kevin Carlos, il y a eu cette histoire aussi avec le joueur allemand Königsdorfer qui devait venir. Au final, il n'a pas passé la visite médicale parce qu'il avait un problème au genou et qu'ils n'ont pas voulu prendre de risques. Donc voilà. Pour conclure quand même sur cette équipe de l'OGC Nice, on espère que ça va aller mieux. Bon là ils viennent de reperdre un joueur sur blessure. J'espère que la trêve leur a fait du bien. La dernière fois qu'il y a eu une trêve, derrière, ils ont quand même gagné leur match contre le FC Nantes. Au niveau de la direction, possiblement pendant la trêve, il y aura. C'est un des dirigeants d'Ineos qui est censé prendre la parole, donc on verra. Euh,
Mais voilà, ça reste à voir, sachant qu'ils ont un calendrier quand même compliqué, hein. Il y a donc retour de trêve, il y a Lyon. Après, le Celta Vigo, donc en Espagne. Ça va à Rennes, ça reçoit Lille et ça va à Paris. Après, rematch d'Europa League jusqu'à novembre. Et après, c'est Metz et Marseille. Et après, Porto. Et voilà. Donc là, déjà, on est sur un mois, 2 mois très très chargé quand même pour le GC Nice. Donc il va falloir qu'il y ait quand même, comme on l'a dit, ce déclic dans cette équipe. Moi, j'espère que ça va arriver. J'espère que Francaise va trouver les solutions. Lui aussi, on le rappelle, il a dit en conférence de presse qu'il n'arrivait pas à avoir un groupe de 6 8 joueurs de vraiment de cadres qui soient au niveau sur tous les matchs depuis le début de saison. On espère qu'il va se passer quelque chose et que le bateau ne coule pas jusqu'à la fin de la saison. Donc voilà, on sait en plus les ambitions, hein, ils l'ont rappelé, c'est quand même. Alors peut-être pas, moi j'ai vu un peu grand sur le top 4, mais au moins les Coupes d'Europe, je pense que c'est quand même un objectif qu'ils veulent remplir. Et alors, peut-être pas les 24, du coup, on en avait parlé avec Tiziano, mais peut-être pas les 24 sur cette Europa League, mais au moins une victoire qui fasse du bien pour le moral à tout le monde. Donc on verra ça, ça sera à suivre. Je pense qu'on a fait le tour, on a été très très long sur cette équipe sur ces deux équipes en tout cas, mais j'ai trouvé ça très très intéressant de le faire à ce moment-là. Donc on va continuer sur les autres matchs de cette journée de Ligue 1. Alors je reprends les résultats. Voilà. Alors on avait le Paris FC qui a remporté son match contre Lorient. Donc victoire convaincante du PFC. Lorient qui a pas montré, enfin qui a manqué d'agressivité sur ce match. Donc voilà, victoire du PFC. Marseille qui s'impose contre Metz, donc qui fait une super semaine, en tout cas qui s'est relancé, hein. J'en ai parlé la semaine dernière. Là, il fallait qu'il conclue jusqu'à la trêve sur une belle dynamique. Donc 3-0 contre le FCMS. Ils ont gagné en Champions League donc contre l'Ajax 4 buts à 0. Brest-Nantes 0-0. Auxerre-Lens, victoire de Lens. Donc voilà. Lyon qui perd contre Toulouse 2 buts à 1. Strasbourg-Angers 5-0, donc Monaco-Nice 2-2, Le Havre-Rennes 2-2 et le Lille-PSG 1 partout. Est-ce que tu veux revenir sur un des matchs que j'ai cités? On va pas parler avant de parler des autres big matchs, mais de la prestation lyonnaise contre Toulouse. Match un petit peu surprenant parce que dans l'ensemble, c'est plutôt une bonne perf de Lyon. Mais Lyon qui s'est perdu en fait dans son jeu, a peut-être fait preuve un petit peu de condescendance. Le mot est peut-être un petit peu fort à employer, mais c'est l'idée. C'est l'idée. Ils ont d'ailleurs marqué un sublime but sur une très belle construction et un ballon parti de l'arrière où ils arrivent à remonter tout le terrain en quelques passes et c'est conclu par Fofana. Euh, Lyon montre ses qualités, mais a aussi montré certaines faiblesses qui vont devoir ne pas trop répéter tout au long de la saison s'ils veulent pas perdre des points de bête. Euh, Toulouse, en plus, dont on avait parlé, je ne sais pas si tu te rappelles, lors du déplacement à Lille, qui est capable aussi d'être une équipe solide et cohérente en déplacement. Donc voilà, on va dire un petit peu surpris de ce résultat lyonnais. Un nul n'aurait pas déjà été bien vu, je pense, par l'ensemble des partisans lyonnais, des sympathisants pardon, lyonnais. Euh, et en fait, par rapport à la domination qu'ils ont pu avoir durant cette rencontre, et une défaite, ça l'est encore. Hmm. Ouais, je pense que déjà physiquement, ils ont peut-être un peu. Ils vont commencer à être atteints quand même, cette équipe lyonnaise. Au moins, ils ont fait le taf en Coupe d'Europe. Donc, j'essaie de retrouver le score. Donc, 2 buts à 0. Voilà, là, comme on l'a dit déjà aussi précédemment, cette équipe de Lyon, ils peuvent pas faire énormément tourner. Là, ils ont fait encore que 2 changements lors de ce match, un à la 78e et un à la 92e, donc pas plus. Euh, donc ouais, je vais pas en rajouter sur ce que tu as dit, mais ouais, petit coup d'arrêt pour Lyon, mais fallait s'y attendre, je pense. Alors je l'aurais pas dit contre Toulouse, mais ouais, il y a un moment où Lyon, ça va quand même pêcher sur le physique et sur le manque
de turnover qu'ils ont dans leur club, même s'ils ont deux trois joueurs qui commencent à. Enfin, il y a deux trois joueurs qui sont plutôt intéressants. Les deux Carvalho qui commencent à jouer, qui a eu du temps de jeu. Rundben, Kluivert, pour l'instant, je suis pas très convaincu de ce joueur. Il y a toujours Rachid Ghezal. Kalis Mera qui est pas rentré non plus. Après, si on revient rapidement sur le gardien de Lyon, on aimait bien le début de saison de Descamps, qui est blessé. Greff, au final, ça fait plutôt le travail. Donc, euh, donc, voilà. Euh, pour ce match de Lyon-Toulouse, donc petit coup d'arrêt. Est-ce qu'il y a un autre match? Est-ce que tu veux parler peut-être du PSG Lille de hier soir? Euh, ce match nul, pardon, 1-1, avec le but de Ethan Mbappé en fin de match devant son grand frère et son papa qui était présent au stade de Pierre-Mauroy. C'était, comment dire, déjà c'était une équipe B du Paris Saint-Germain quand même. Après leur victoire contre le FC Barcelone, je sais que ça te déçoit, mais voilà. C'était une belle victoire en tout cas. Luis Enrique qui a confiance en ses jeunes, donc qui remet Mbaye, Mayoulou, Djantou aussi qui a démarré, qu'on voit de plus en plus sur le terrain. Petit mea culpa aussi sur Ibrahim Mbaye parce que je le pensais plus vieux en fait. Je pensais qu'il avait la vingtaine, pas du tout. Il a seulement 17 ans. Voilà, il fait plutôt des prestations. On voit que Luis Enrique a confiance en lui. Mais c'est vrai qu'à 17 ans, je le pensais peut-être un peu plus vieux. Mayoulou aussi qui a marqué donc cette semaine. Euh, donc on avait Hakimi sur le banc, Mendes, Vitinha, on a toujours les blessés. Qu'est-ce que toi t'as pensé de ce match? Plutôt un bon match du LOSC. Et, euh, et voilà, qu'est-ce que t'en penses rapidement? Écoute, petit coup d'arrêt pour Paris. Honnêtement, je pense il y a toujours rien d'alarmant pour le PSG. On est toujours dans la conséquence, et je le répéterai pendant un long moment, mais de leur préparation estivale tronquée. Il ne peut pas se permettre de faire enchaîner non plus les joueurs pour. Enfin, il ne peut pas se permettre de faire enchaîner les joueurs de nombreux matchs. On a vu qu'il y a déjà pas mal de top joueurs qui sont blessés. Donc l'idée, c'est de préserver ceux qui sont encore présents. On a pu le voir avec Nuno Mendes qui est étincelant ces derniers temps. Ok, Je suis obligé de super revenir. coup franc. Un but exceptionnel. Un but exceptionnel vraiment et qui, en fait, ça démontre totalement le plein de confiance qu'il a actuellement. Et ça s'est vu lors de son match de Ligue des Champions. Je suis obligé de revenir rapidement dessus sur cette rencontre du PSG et je vais essayer d'être le plus objectif possible. Mais, euh, mais à part 20 minutes en début de match, un match totalement maîtrisé de la part des Parisiens. Alors oui, il y avait des absents des deux côtés. On a quand même vu une grosse force parisienne durant cette rencontre. On a vu tu parlais d'Ibrahim Mbaye. J'étais un peu déçu de sa première mi-temps. Autant te dire qu'en deuxième mi-temps, il m'a mis d'accord. Il se permet d'avoir une action marquante en faisant quand même tomber au sol peut-être l'un des meilleurs latéraux du monde actuel en la personne de Jules Koundé. Donc il est en train de prendre de la confiance lui aussi. On l'attend d'être sur son efficacité. C'est peut-être son axe de progression principal. Euh, qui se tâte un petit peu plus, qu'il arrive à faire plus de passes, à marquer plus de buts. Mais 17 ans, j'ai noté des informations sur Mbaye et Mayoulou parce que j'étais en prévision de faire une vidéo pour moi, mais c'est en 2008. 2008, mais si on veut un moyen mémotechnique de faire une comparaison, mais il n'a pas vu le coup de tête de Zidane, quoi. Pardonne l'expression, mais bon. Donc, Ibrahim Mbaye, top prospect de sa génération. J'ai eu la chance de le voir la saison passée en Coupe Gambardella. J'avais fait un déplacement à Paris. Comme ça, j'étais allé voir un match du Red Star et un match de Gambardella contre Bobigny. Et on avait pu voir que dans sa catégorie d'âge, il y avait un monde d'écart. Euh, il jouait quasi à l'arrêt. Quand il décidait d'accélérer, ben, il faisait très mal. Il y avait, il y avait pas Mayoulou, parce que beaucoup plus vieux. Mais il y avait des joueurs comme Axel Tape qui étaient pressentis, qui ont fait quelques matchs déjà la saison passée au PSG. Je sais qu'il était pressenti dans des rumeurs de départ. J'ai plus le souvenir si au final ça s'est fait ou pas. Il y avait des rumeurs à Leverkusen, dans des clubs allemands. Donc je n'ai pas le souvenir s'il est encore dans l'effectif parisien. Mais en tout cas, je me le souvenir qu'il ait eu du temps de jeu en saison passée. Mais pour revenir au sujet du match de Paris et de Lille,
Je pense que ce qu'il faut saluer, c'est plutôt la performance lilloise qui est en capacité de rebondir suite à sa grosse défaite au Stade Bollaert. Donc, c'était pas forcément prévu dans les petits papiers, je pense, pour tout le monde, même si l'envie était évidente, et on a pu le voir. Euh, Et voilà. Ils Ok. sont aussi, pour parler de Lille, je pense que c'est important de parler de Coupe d'Europe avec Lille. Mais je pense que la victoire à Rome a fait énormément de bien. Je pense pas que beaucoup de personnes auraient pu prédire cette performance, surtout avec une Roma qui est en forme, et ça fait plaisir à Tiziano actuellement championnat, puisqu'ils sont plutôt bien classés. Et du coup, ouais, ça lui est la semaine en fait lilloise et qui est en grosse capacité de rebondir, on va pas se mentir, après un échec dans le derby. Ouais, exactement, hein. Ils ont fait un match, en tout cas un match cohérent contre cette équipe du Paris Saint-Germain avec, comme tu l'as dit, la victoire contre l'AS Roma, donc avec ses trois pénaltys arrêtés par notre ami Auxerre. Ozer. Voilà, pour revenir sur ce que tu as dit, donc Axel Tab pour l'instant il est au Bayer Leverkusen. Voilà pour ce joueur. Mais ouais, sur les joueurs parisiens, très très bons. Et pour revenir sur Lille, euh, j'ai perdu mon match, mais c'est pas grave. Euh, ouais, pour revenir sur Lille, mais en tout cas, c'était un bon match solide de la part des Lillois, avec Bruno Genesio qui était en tribune en plus. Mais voilà. Euh, je pense que pour Paris, Logiquement, en tout cas. ouais, ouais, voilà, le résultat logique, j'étais en train de chercher mes mots. Mais c'était écrit aussi un peu que Ethan Mbappé pouvait marquer, en tout cas, sur ce match. Félicitations à lui, il a 4 matchs de but pour le peu de minutes qu'il a, je trouve ça pas mal. C'est Juste, important en plus, hein. Je sais pas si tu te souviens, son premier but, c'était ben, justement, ouais, on en parlait tout à l'heure de contre Toulouse, le but de la victoire, beau but. Là, ben, il y a des buts qui rapportent des points en fait, donc ça peut peut-être permettre à terme de gratter un peu plus de temps de jeu. ouais, exactement. Et juste pour revenir sur cette équipe du Barça, un petit débat parallèle, mais il y a quand même un joueur qui revient, qui réapprend à jouer au football quand même après quelques années compliquées, c'est Marcus Rashford. Qui met une belle passe D quand même. Donc voilà, et je suis content au moins de le voir jouer au FC Barcelone. J'espère que ça se passera bien pour lui cette saison. Il s'est blessé hier. Il marque contre Séville et il s'est blessé. Donc, petit coup Dommage. d'arrêt, mais je suis d'accord avec toi. Belle dynamique pour Marcus Rashford et ça fait taire un peu quelques sceptiques sur son arrivée à Barcelone. C'est ça, au moins il redécouvre le football, même s'il avait fait quelques bons mois du côté d'Aston Villa, fallait qu'il retrouve un élan. Donc voilà, d'aller à Barcelone, c'est cool pour lui. Sur les autres matchs de Ligue 1, la victoire de Lens quand même, hein, moi c'était un match qui m'intéressait pas mal. Donc voilà, Lens qui continue sur sa lancée. Rennes aussi, dis-moi. Bien joué, le Lens qui continue sur sa lancée. Oh ouais, j'avais même pas calculé celle-là. Euh, je suis en train de regarder, ouais, le Paris FC, donc on a dit c'était plutôt pas mal. Jean-Philippe Crasso aussi qui fait un bon match. Lui qui était plutôt sur le banc, et c'était Goebbels qui était titulaire. Voilà, il fait plutôt un bon match. Et du coup, Rennes, il y a quand même encore pas mal de critiques sur Abdi Bey. Je crois que c'est Zach Nani qui en a parlé récemment dans l'émission, elle s'appelle Hors-jeu, si je dis pas de bêtises, qui disait que Abdi Bey, c'était beaucoup de paroles et finalement sur le terrain ça se retranscrivait pas. Ça se voit encore là cette fois-ci. Mbolo marque et Le Paul marque, mais c'est leur défense qui a été plutôt mauvaise. Donc voilà, à voir. Je vais essayer de retrouver leur calendrier. Calendrier de Rennes, donc ils auront Auxerre aussi, encore un défi. Auxerre, donc Nice. Nice, Toulouse, Strasbourg, le PFC, Monaco, ça va être un calendrier pas mal chargé. Bon, là pour le coup, c'est une équipe qui ne joue pas de Coupe d'Europe, donc ils auront le temps de travailler sur leurs erreurs. Pour cette septième journée, je pense qu'on est plutôt pas mal, donc je vous ai énoncé tous les, euh, les matchs. Pour la huitième journée, donc on aura
Donc ça sera après la trêve, évidemment. Là, on va avoir l'équipe de France. Évidemment, on aura notre émission en route vers la troisième étoile pour débriefer nos matchs des Bleus. Pour cette huitième journée, on aura un PSG Strasbourg, Nice-Lyon, Angers-Monaco, Marseille-Le Havre, Lens-Paris FC, Lorient-Brest, Rennes-Auxerre, Toulouse-Metz et Nantes-Lille. Donc ça va être encore une journée, à chaque fois je le dis, mais intéressante. Et peut-être que pour Nice-Lyon, on aura un peu de contenu. On va essayer de voir ça, mais peut-être on sera en zone mixte, on essaiera de voir. Voilà, donc PSG Strasbourg, hein, on va suivre Nice-Lyon. Qu'est-ce qu'on va suivre aussi? Lens Paris FC, ça va être cool. Et Rennes Auxerre, je pense que ça va être plutôt des bons matchs. Pour le classement. Alors, à l'issue de cette septième journée, nous avons le Paris Saint-Germain qui est seul en tête avec 16 points. On a Marseille, Strasbourg, Lyon à 15 points ex aequo. Monaco, 5e ex aequo avec Lens à 13 points et la même différence de but. Et Lille qui est à 11 points qui est 7e avec 11 points. Pour le bas du classement, on a Metz qui est toujours à 2 points, Angers 5 et Auxerre ex aequo avec Le Havre et Nantes à 6 points pour la 16e place de barragiste. Donc voilà. Et pour nos top buteurs, on a Ansu Fati et Joaquin Pancelli. On n'a pas parlé de la victoire de Strasbourg 5-0, mais super résultat pour Strasbourg, qui était aussi sur un début de saison un peu mitigé, tout ça, mais petit à petit, ça commence à se dessiner. Et Ilan Kebal, 4 buts, et Esteban Le Paul, 4 buts. Donc voilà pour cette septième journée de Ligue 1. On va passer à notre dernière séquence. Donc c'est toujours un ancien de Ligue 1 ou un Français à l'étranger ou un peu de ce qu'on a envie de parler. On est plutôt libre dans cette séquence. De qui tu voulais nous parler, Gaëtan? Et un petit mot sur un ancien joueur de Ligue 1 qui est passé par plusieurs clubs, dont Lille et Nice. C'est Nicolas Pepe. Nicolas Pepe, content de son retour en forme du côté de Villarreal. Élu homme du match lors de la rencontre de Ligue des Champions cette semaine, qui montre du Nicolas Pepe, en fait, tout ce qu'on attend de ce joueur, un joueur de percussion qui est capable d'être le leader technique de son équipe. Villarreal, c'est quand même une équipe qui est plutôt intéressante à avoir joué, qui a des joueurs de qualité. On a parlé suffisamment de Miko Tadze et de son transfert récemment, mais très content de retrouver Nicolas Pepe dans les sphères européennes et à un niveau plus qu'intéressant. Ouais. Ouais, Nicolas Pepe, qui est un super joueur à Lille. On oubliera son passage à Nice quand même. Mais en tout cas, ouais, à Lille, c'était plutôt un bon joueur qui s'est un peu perdu à Arsenal. Mais ouais, tant mieux pour lui. Moi, pour le coup, je vais continuer à parler de cette Coupe du Monde U20. Donc, la semaine dernière, quand on en a parlé, l'équipe de France avait gagné son premier match 2-1, a eu cette défaite contre les États-Unis, donc 3-0, et qui s'est quand même rattrapé sur leur troisième match de poule contre la Nouvelle-Calédonie, 6-0, avec un coup franc du niçois Gamba Bernardo. Donc voilà. Euh, sur les autres buts, donc on a Le Borgne, Lucas Michel, le joueur de l'AS Monaco, m'a dit. Et voilà, en fait, c'est un triplé de Le Borgne pour ce 6-0. Et donc, l'équipe de France U20 qui jouera en quart de finale contre le Japon. Voilà. Et ça sera En donc. Pardon? huitième de finale. En huitième de finale. En huitième de finale, exactement, Gaëtan. Heureusement que tu es là. Et ça sera donc le 9 octobre. Voilà, voilà. Je pense qu'on a été plutôt bon, une émission plutôt cool sur ce derby OGC Nice AS Monaco. Évidemment, là, on a la trêve avec l'équipe de France qui va jouer, je le redis, contre l'Azerbaïdjan et l'Islande pour les qualifications à la Coupe du Monde. On espère que ça se passera bien et nous, on se retrouve du coup dans 2 semaines. Gaëtan, merci à toi. On te retrouve évidemment sur les réseaux sociaux tiré du bas GP Sport, c'est ça? Exactement, on les mettra évidemment dans la vidéo. Merci à toi Gaëtan et on se dit à la semaine prochaine. Avec grand plaisir, écoute, j'ai beaucoup aimé parler de cette journée de Ligue 1. Petite trêve internationale. Je pense qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire et j'en profite pas pour féliciter, mais en tout cas pour saluer la convocation de Jean-Philippe Mateta. Je pense que ça fait plaisir à tous les fans de football.
C'est vrai, on en avait parlé en plus précédemment sur Jean-Philippe Mateta. Ouais, plutôt cool de revoir Jean-Philippe Mateta. Dommage pour Florent Thauvin, moi aussi j'aurais bien voulu le revoir. Après, c'est des choix de sélectionneurs. Mais en tout cas, on en reparlera sur l'émission, sur cette liste, sur les matchs. Ça va être plutôt pas mal. Donc on se dit à dans 2 semaines. À plus!